Alors moi, je fais l'introduction sur les principales lésions de l'épaule qu'on trouve en ski alpin. Donc si on regarde un peu pour le grand public, qu'est-ce qui se passe? On a les statistiques en ligne du réseau des médecins de montagne qui nous apprennent qu'on retrouve en gros 2,35 blessés pour 1000 journées ski en France, que les collisions sur piste, ça représente 10% des accidents. Donc méfiez-vous pour ceux d'entre vous demain qui vont skier, regardez bien à droite à gauche avant de traverser une piste, parce que ça quand même, ça entraîne des lésions souvent graves et pas que de l'épaule. Et l'épaule finalement, c'est 0,2 à 0,5 lésions d'épaule par 1000 journées de ski. Donc c'est présent, mais c'est pas énorme. Et si on regarde les statistiques des médecins de montagne, les lésions de l'épaule, c'est 16% de l'ensemble des lésions rapportées. Qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent? Les luxations antérieures, des luxations antérieures, gléno-humérales, des entorses acromioclaviculaires, ça c'est un peu, disons, ce qu'on trouve en tête. Pour le sujet un peu plus âgé, des lésions de la coiffe de rotateur. Sur le sujet qui tombe et qui cherche à se rattraper, qui glisse par exemple avec la bonne neige qu'on a eue juste avant, les semaines d'avant, avec que de la glace, donc les gens parfois descendent et cherchent à se rattraper à quelque chose, et cela, ils se font à ce moment-là des slap lésions ou des ruptures aiguës du long biceps, en particulier s'ils ont le long biceps qui commence à fatiguer un peu, donc là encore c'est plutôt le quinqa septa. Et puis les fractures proximales de l'humérus, c'est-à-dire quand vous glissez et vous tombez violemment sur le moignon de l'épaule, vous avez moyen de vous fracturer la partie supérieure de l'humérus. Alors, je ne vais pas traiter toutes ces lésions parce que ça fait beaucoup en 15 minutes. Je vais m'attarder sur les deux principales, à savoir luxation d'épaule et ses complications, et les entorses acromioclaviculaires. La luxation d'épaule, la plus fréquente, c'est celle qui est représentée ici en vidéo, c'est la luxation antéro-interne, avec une épidémiologie, comme vous voyez, avec deux pics en fait. Un pic chez le jeune, aux alentours de adolescents et 20-25 ans. Dans ce cas-là, vous avez des luxations gléno-humérales qui sont le plus souvent isolées. Et puis un deuxième pic quand on commence à approcher de l'âge de la retraite, où là, en revanche, on fait des luxations d'épaule, mais avec souvent des lésions associées. Donc quand vous voyez une luxation d'épaule chez un sujet qui prend un petit peu d'âge, pensez toujours à vérifier les structures adjacentes, donc pas que l'os, mais aussi la coiffe. Dit différemment, vous voyez ici, luxation gléno-humérale avant 40 ans, c'est 86% des cas, c'est qu'une luxation que vous allez remettre en place et faire un traitement médical derrière. Vous avez 10% quand même de rupture de coiffe, 4% de lésions neurologiques associées, alors que quand on prend de l'âge, il n'y a plus que 35% seulement de luxation gléno-humérale qui sont isolées. Dans les autres cas, souvent, il y a une anomalie, donc il faut la rechercher, il faut s'acharner à la chercher à l'examen clinique et pas que, à l'examen d'imagerie aussi. Sur le terrain, si vous êtes médecin de terrain ou si vous avez, demain vous allez skier, vous voyez un gars qui tombe devant vous et qui dit « Ah, je me suis luxé l'épaule », pour certains d'entre vous, c'est facile d'en mettre une épaule en place. Méfiez-vous quand même, parce que c'est facile aussi de se faire avoir. Au travers d'un examen clinique bâclé sur la piste de ski avec les moufles, la doudoune, etc., vous aurez du mal à palper les repères osseux, vous aurez du mal à dire s'il n'y a qu'une luxation ou s'il n'y a pas une fracture de l'humérus, même une fracture du trochiter ou autre. Et donc, méfiez-vous. Alors, vous aurez là, il n'y a pas de pression, parce que vous êtes sur les pistes, c'est facile. Il y a un peu plus de pression si vous vous amusez à faire ce que j'ai fait il y a quelques années, d'être médecin pour les descendeurs en ski alpin, ou d'accompagner simplement une équipe en snowboard ou autre, où là, quand même, l'entraîneur il est un peu pressé que les gens reviennent. Et puis vous, vos athlètes que vous suivez, vous avez aussi envie si vous pouvez les aider à retourner sur le terrain, parce que parfois c'est quand même la course d'une vie. On essaye de raccourcir les délais, mais c'est clair que sur le terrain, en tout cas, faut pas faire, faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Alors, ce que vous pouvez faire quand même sans prendre de risque, c'est au moins de leur demander de bouger eux-mêmes. C'est pas vous qui les touchez, vous leur demandez de bouger, parce que c'est vrai que si quelqu'un tombe et se relève avec une mobilité entièrement de l'épaule, même avec un peu de douleur, mais une mobilité complète, a priori, c'est quand même de bons pronostics. Voilà. Si c'est pas le cas, ça vaut le coup de l'amener au cabinet et d'aller voir ce qui se passe. Donc, ce qu'il ne faut pas faire sur le terrain, le plus important à mon sens, c'est de réduire une luxation, même sur un tatami de judo ou autre, sans avoir la certitude qu'il n'y a pas autre chose derrière. Donc l'examen clinique, au cabinet, vous recevez les gens, et là encore, comme d'habitude, en médecine, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Il ne faut pas vous dire « Ah, encore une luxation d'épaule, c'est la 10e de la journée, je suis médecin de montagne, j'en fais à longueur de temps ». Il faut quand même aller voir ce qui se passe et penser aux autres choses qui peuvent se déclencher. Alors, il y a la luxation que vous recevez avec l'épaule luxée, et puis il y a la luxation aller-retour, c'est-à-dire le sujet est tombé, il s'est relevé, il s'est remis tout seul l'épaule en place, elle n'est pas forcément partie très loin, et il se présente avec des douleurs.
Et parfois, vous pouvez passer à côté. N'oubliez pas qu'une douleur d'épaule gauche, ce n'est pas forcément que l'épaule. Ça peut être un infarctus, s'il y a un sujet qui prend un peu de l'âge. Ça peut être une colique hépatique, ça peut être pas mal de choses, sur des gros traumas à haute énergie, des pneumothorax, etc. Donc pensez-y, tout ce qui fait mal à l'épaule n'est pas que de l'épaule. Bon, une fois que vous avez fait votre diagnostic de luxation, vous pourrez la classifier en 3 stades. Alors antérieur le plus souvent, et de très loin. Inférieur, érecta, c'est rare. Moi, j'en ai jamais vu, mais vous verrez le patient arriver comme ça chez vous au cabinet, avec la main en l'air, enfin la main sur la tête. Et postérieur, beaucoup plus compliqué. Diagnostic difficile parce que l'impotence n'est finalement pas extrêmement importante et donc elle est méconnue dans 50% des cas. Le diagnostic, c'est l'interrogatoire, bien entendu. Vous demanderez un peu ce qui s'est passé. Et puis la clinique avec toujours inspection, palpation et la recherche obligatoire de signes neurologiques déficitaires. Dans les variétés antérieures, vous trouverez un signe de l'épaulette. Un coup de hache externe, un vitus acromial, donc ça signifie bien entendu que vous avez déshabillé votre patient, parce que sinon c'est compliqué de s'en rendre compte, mais ça paraît simple comme ça, mais si un sujet avec un peu d'embonpoint, ou un costaud, ou un qui fait de la musculation, ça peut être un peu compliqué de le voir systématiquement. Vous n'oublierez pas le bilan neurologique indispensable avant et après réduction, et un petit bilan vasculaire vite fait. Parce que les lésions du nerf axillaire, on en voit quand même de temps en temps, 10 à 30% des cas, donc il ne faut pas les rater, il faut vérifier la sensibilité du moignon de l'épaule. Bon, la motricité en aigu, c'est un peu plus compliqué. Pensez aussi au nerf musculo-cutané, à l'atteinte plexique qui est possible. Une fois que vous avez fait votre diagnostic des variétés antérieures, de luxation antérieure, et que vous souhaitez, après une radiographie bien conduite, bien entendu, remettre vous-même l'articulation, il y a plusieurs techniques qui existent. Alors, il y a celle assez classique qu'on voit en bas, assez connue, où on vous met ou assis ou allongé avec une chaise, un barreau de chaise sous l'épaule et on appuie un peu fort, où on met parfois le pied en bras de levier sur le tatami de judo pour remettre l'épaule en place. C'est une technique que je déconseille parce qu'elle est un peu en force et vous pouvez faire mal. Il y a aussi une autre technique qui consiste à ramener le bras en rotation externe adduction comme ceci, et là l'épaule revient toute seule. Je n'ai jamais fait, mais j'ai des collègues chirurgiens qui m'ont dit que c'est très bien. Moi, ma préférée, c'est celle-là. L'idée, c'est d'amener progressivement le bras tout en douceur, avec une légère traction dans la position de la statue de la liberté. L'épaule revient en place toute seule, sans que le patient ne sente rien, ni vous ni le patient. Vous ramenez le bras le long du corps et le patient est réduit. Donc n'oubliez pas le bilan tendineux, d'autant qu'on prend de l'âge. Et après réduction, vous pourrez toujours tester juste après réduction et éventuellement une semaine plus tard, si le supraépineux fonctionne avec une abduction, si la rotation externe coude au corps active est possible et si le belly press test est possible aussi. Variété inférieure, on l'a dit, beaucoup plus rare. Le patient se présente dans cette position-là. Bon, voilà. Pas de surprise particulière. Il faudra faire un bilan neurovasculaire parce que là, vous comprenez bien qu'il y a des structures sous-jacentes qui peuvent être étirées ou comprimées. Et à distance, c'est des patients qui vont présenter notamment un test d'appréhension inférieure. Vous voyez, c'est la position du test. Dans cette position-là, vous poussez vers le bas et le patient décrit un peu une instabilité. Alors, on le retrouve dans les séquelles de luxation inférieure, mais aussi dans les instabilités multidirectionnelles de la jeune fille hyperlaxe. Et enfin, la variété postérieure, ça ne touche pas que les épileptiques. L'épaule s'est luxée en arrière, la gêne fonctionnelle est réduite. En revanche, ce qu'on retrouve systématiquement, c'est une absence complète de rotation externe. Donc, le sujet est capable de lever le bras devant, de le bouger en diverses position, mais la rotation externe, on ne l'a pas. Donc ça, si c'est le cas, il faut absolument penser à cette luxation postérieure. Rechercher les complications, elles sont assez fréquentes. Et l'interrogatoire, c'est le mécanisme de la chute, qui n'est pas du tout le même, évidemment, que pour la luxation antérieure. Et des signes d'appréhension postérieure, si vous voyez le patient à distance. Donc là, il a été réduit, mais à distance. Et donc là, c'est comme ça qu'on fait. On demande une élévation antérieure à 90 degrés. Moi, je le fais plutôt en position allongée sur le lit d'examen, et sur la table d'examen. Et là, vous poussez dans l'axe, pas du fémur, de l'humérus, et vous allez créer cette instabilité postérieure. Donc, il y a un peu d'adduction aussi. Donc, on a compris, le bilan d'imagerie, c'est-à-dire la radiographie standard, est indispensable. On ne traite pas de luxation sans radiographie standard. Et on fait 3 clichés, 3 de face et un profil. On le fait avant, après réduction. Et en règle générale, sur une luxation antéro-interne, on va retrouver une petite encoche de malgagne postéro-supérieure.
On cherchera donc des lésions osseuses, la fameuse encoche de Malgaigne. Vous voyez qu'on retrouve, ce sont les séries de 36 à 75%. On pourra trouver aussi une petite fracture du trochiter, donc ça, il faut y penser, 12%. Et puis, on pourra retrouver aussi, quand l'épaule est sortie, un éculement de la glène. Alors, quand ça peut être un simple éculement, donc c'est pas grand-chose, mais ça peut être aussi une fracture, une véritable fracture du rebord antéro-inférieur qui peut être assez importante et qui peut nécessiter un geste chirurgical. Enfin, les fractures du processus coracoïde existent, mais ça, elles sont beaucoup, beaucoup plus rares. Alors là, il faut savoir lire les radios avec beaucoup d'attention et utiliser la loupe. Vous voyez une radio de face toute simple. Et vous voyez, ben là, sur la radio de face, si on n'y prend pas garde, on ne voit rien. En fait, il y a un petit quelque chose, il y a un petit bump. Alors là, ce n'est pas un effet cam du tout, ça n'a rien à voir avec la hanche. En fait, c'est simplement l'incidence du rayon qui fait qu'ici, vous avez un petit bump et qu'ici, vous faites une vue apicale oblique, donc une vue avec un rayon descendant, et bien là, du coup, vous retrouvez la fameuse encoche. N'oubliez pas que si on n'est pas tangentiel à la lésion, évidemment, en radiographie, avec les superpositions osseuses, c'est très difficile d'interpréter les choses. Alors, en aigu, c'est impossible, mais à distance, ça peut se faire, le profil glénoïdien de Bernageau pour bien vérifier la glène. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la vue apicale oblique de Garce, qui permet d'avoir une vision un peu plus nette, à la fois du rebord postéro-supérieur, mais aussi de la glène, et de démasquer des fractures qui sont passées inaperçues. Encore un exemple ici, vous voyez, une vue de face. Bon, alors ça sort mieux sur ordinateur que là. Et vous voyez sur une vue apicale oblique, là on voit tout de suite qu'il s'est passé des petites choses. La luxation postérieure, donc sur une radio de face, ça peut passer inaperçu beaucoup. Alors, tout simplement parce que vous ne verrez pas l'interligne, mais sur une radio mal faite, on a tellement l'habitude de ne pas voir les interlignes qu'on se dit, il n'y en a pas parce que c'est mal fait, comme souvent, mais là, cette fois-ci, ce n'était pas mal fait, c'est juste que l'épaule est luxée. Et même si l'épaule est revenue, vous pourrez trouver aussi une encoche, cette fois-ci postérieure. Vous voyez une espèce de double contour là. Ça ressemble un peu à une image d'ostéonécrose de hanche, mais là, c'est pas une ostéonécrose. C'est, regardez au scanner, voilà ce qu'on retrouve, une vraie encoche par derrière. Voyez, voilà. Donc ça, par le biais des superpositions, on peut aussi la suspecter. Donc la clinique est souvent évocatrice. Le bilan radiographique de débrouillage, il est indispensable et il faut bien faire un bilan après réduction et un testing musculo-tendineux quasiment coude au corps, mais c'est quand même intéressant, en tout cas dès que le sujet dépasse 35-40 ans. Alors, on peut avoir des complications. Par exemple, les fractures du trochiter, 60% de fractures du trochiter à 60 ans, donc après chute au ski, donc c'est quand même important. On fait une réduction, et quand on réduit, le boulot, il ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que ça a été réduit, il faut vérifier quand même que le fragment, il est en place. Parce que le fragment, une fois que vous l'avez réduit, il est tiré vers le haut par le supraépineux, tiré vers l'arrière par l'infraépineux. Et donc, les fractures du trochiter, souvent, sont déplacées. Ça, c'est classique. La question, c'est de combien. Et combien à la radio, c'est très difficile à voir. Si vous ne faites pas un scanner, vous aurez beaucoup de mal. Mais retenez ces chiffres en gros. Au-delà de 5 à 10 mm de déplacement supérieur, ça va poser problème. Et vous avez intérêt à prendre un avis chirurgical, ou en cas d'angulation un petit peu importante, parce que sinon, vous aurez un conflit sous-acromial secondaire qui résistera à tout traitement médical. Les fractures de la glène, ça, c'est l'autre sujet où il ne faut pas passer à côté. Vous voyez ici au scanner, une fracture relativement importante. Et donc là aussi, quand elle commence à être assez volumineuse, il faudra l'ostéosynthéser. Volumineuse, c'est plus d'un tiers de la surface de la glène, parce que sinon, vous aurez carrément l'autoroute pour la luxation. Dès que le sujet lève le bras, l'épaule fiche le camp. Et l'ostéosynthèse, elle marche d'autant mieux que vous le faites, disons, de façon relativement fraîche. Voilà, c'est ce que je vous disais. La rupture du coiffe, donc relativement importante quand on prend de l'âge. Alors là, l'examen clinique, il faut le faire, bien sûr. La fiabilité, surtout en aigu, elle est quand même relativement limitée. Si vous prenez les tests pris isolément, vous voyez que les sensibilités et spécificités ne sont pas exceptionnelles. Le test de Job ou MTCAN test, sensibilité qui varie selon les études de 52 à 89%. Mais en aigu, les gens ont un peu une inhibition motrice, ils sont un peu douloureux, ils ont peur, et donc vous aurez beaucoup de mal à tester. Le drop arm test, donc c'est ce que vous avez là. Le sujet va voulu remonter le bras à l'horizontale, et vous lâchez, et puis vous dites tenez. Et puis si le bras lâche, c'est quand même mauvais signe. Le External Rotation Lag Sign, qui teste l'infraépineux, mais aussi le supraépineux, c'est un peu le test de Portillon. Vous emmenez le bras dans cette position-là, en rotation externe, et puis vous lâchez. Et puis si le gars n'a plus de rotateur externe, le bras il revient sous le tonus des rotateurs internes, il revient directement comme ceci. Et puis le lift-off test ou belly press test. Alors le lift-off, ça c'est une épaule aiguë. Bon courage si vous y arrivez. En revanche, le belly press test, ça souvent on y arrive quand même. Il suffit simplement de demander au sujet d'appuyer sur son nombril, mais en avançant le coude. Donc c'est un peu le mouvement de la danse des canards, et après vous avancez le coude. La plupart des gens, ils trichent, ils vous mettent le coude en arrière et ils tirent avec le grand dorsal. Là, évidemment, vous ne testez pas du tout ce que vous pensiez.
En revanche, si le test est positif, comme il est assez spécifique, vous aurez quand même une idée intéressante, mais un test négatif n'élimine en aucun cas une rupture aiguë, et donc il faudra facilement compléter par une imagerie supplémentaire. Parlons enfin des lésions nerveuses. Alors 5 à 10% des cas, c'est variable, mais la compression du nerf axillaire par la tête humérale lors de la luxation ou lors de la remise en place, si elle a été un peu musclée, ça, on en voit. Hein. Donc pensez à la sensibilité du moignon de l'épaule, un EMG à 3 semaines, 1 mois. C'est intéressant pour surveiller notamment l'évolution. Le pronostic est en général bon. Et attention, c'est pas parce que vous avez une petite hypoesthésie du moignon de l'épaule et puis que du coup vous dites « Ah bah c'est bon, et donc il a flingué son deltoïde, donc il ne peut plus faire ça ». Encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. La coiffe, pensez à la coiffe. Dès qu'ils ont passé 35 ans, il faut vous assurer que la coiffe fonctionne. Et donc, voilà une espèce de guidelines qui ont été écrites, alors pas par moi, par Eric Pérez, un de nos chirurgiens de la clinique qui a pris sa retraite cette année, chirurgien de l'épaule. Donc lui, ce qu'il proposait comme guideline, c'est ça, donc une réduction de l'épaule pour instabilité antérieure la plus fréquente. Vous faites des radios, les radios sont normales, 10 jours d'immobilisation, donc ça c'est très discutable, hein, on pourra parler après si vous voulez des délais d'immobilisation. Mais 10 jours, disons que si quelqu'un prend un peu d'âge, ça peut être effectivement assez court pour éviter l'enraidissement. Pas d'impotence, rééducation directement. Impotence, là on va chercher quand même ce qui se passe derrière, de façon plus proche. Et puis s'il y a une fracture associée, si elle n'est pas déplacée, on parle notamment du trochiter, 3 semaines d'immobilisation, pas trop long pour ne pas s'enraidir. Si elle est déplacée, en revanche, suffisamment déplacée en tout cas, on parle d'ostéosynthèse. Parlons maintenant de l'entorse acromioclaviculaire, donc chute sur le moignon de l'épaule. Qu'est-ce que l'acromioclaviculaire ? Cette articulation qui permet de relier finalement l'épaule au tronc. Hein, c'est le seul endroit où elle est reliée par du dur, parce que tout le reste, c'est des tissus mous. Donc vous comprenez bien que les tensions qui s'appliquent ici. Vous avez donc un espèce de pseudoménisque entre la clavicule et l'acromion, et puis un ligament acromio-coracoïdien, acromioclaviculaire, supérieur et inférieur, mais c'est en général le supérieur qui nous intéresse. Ici, l'articulation gléno-humérale de l'épaule. Vous marquez la proximité avec le tendon de la coiffe juste sous-jacent. Et puis, vous avez d'autres ligaments qui sont encore bien plus importants et qui s'occupent de la stabilité verticale de l'articulation. C'est le ligament trapézoïde et conoïde, qui empêche le déplacement supérieur de l'articulation. Donc voilà, la chute, au ski ou ailleurs. Et donc, vous allez léser en premier l'articulation, les ligaments acromio-claviculaires, puis dans un second temps, si l'énergie continue d'être présente, vous allez léser les ligaments trapézoïdes et conoïdes, entraînant un déplacement supérieur. À l'inspection, vous retrouvez une chute du moignon de l'épaule, une impression d'ascension claviculaire. Alors c'est toujours pareil, plus le sujet est mince, plus c'est facile, plus le sujet est dans le bon point, plus c'est compliqué. Donc à l'inspection, on voit les choses. À la palpation, là, c'est assez simple. Vous palpez les repères osseux, puis rapidement, vous tombez sur la zone la plus douloureuse. Douleur, tuméfaction, touche de piano, réductible ou non, tout ça, il faudra le noter un petit peu dans le dossier. Vous pourrez aussi rechercher un tiroir antéro-postérieur. C'est pas toujours très simple. La touche de piano, je vous invite à la faire non pas en appuyant, comme sur une touche de piano réellement, mais plutôt en soulevant le coude du sujet pour lui faire beaucoup moins mal et en palpant avec 2 doigts la mobilisation de la clavicule par rapport à l'acromion. Dans tous les cas, c'est facile à raconter tout ça, mais en chronique, c'est facile, mais en aigu, c'est beaucoup plus compliqué, parce que quand le sujet a mal, le mobiliser, c'est pas toujours très simple. Donc là, on demandera une imagerie. Donc là encore, une face entre rotation d'épaule, c'est toujours indispensable pour le diagnostic différentiel. Et puis des incidences comparatives, alors de Weber et Pat, un acromioclaviculaire de face, avec ou sans stress, le stress consistant à porter un petit sac de quelques kilos ou un petit haltère dans la main, ou l'incidence de la sieste pour voir s'il y a une réductibilité du fragment. Ou vous pouvez aussi demander une vue panoramique pour voir les 2 acromioclaviculaires, et vous voyez ici un petit diastasis comparativement à l'autre côté. Il y a aussi une imagerie spécifique qui existe, qui est assez intéressante, c'est l'Alexander View, qui permet de juger du déplacement postérieur. Alors le déplacement postérieur, vous verrez tout à l'heure que c'est assez intéressant dans la classification et dans la prise en charge par la suite. Donc là, vous avez une vue de face et la vue ici avec le déplacement postérieur. On voit un chevauchement de la clavicule qui passe en arrière de l'acromion. Et donc une fois qu'on a fait ça, on peut enfin classifier ces lésions. Dans les stades 1 et 2, vous avez juste des lésions des ligaments acromioclaviculaires. Donc là, pas de modification importante sur le plan radiologique. Et puis globalement, c'est le traitement orthopédique simple.
Au stade 3, ça se complique un petit peu. Là, vous avez une rupture des ligaments acromiaux et coracoclaviculaires. Et donc, vous avez les pas en photo ici d'ailleurs. Vous avez un déplacement de 25 à 100% par rapport au côté sain de la distance coracoclaviculaire. Et là, deux stades. Stade 3 avec la vue d'Alexander dont je vous ai parlé, modifiée, qui est normale, ou stade 3B avec une vue anormale. C'est-à-dire la clavicule qui passe en arrière de l'acromio. Au stade 4, bon bah là, on a vraiment la clavicule qui est passée derrière et qui ne bouge plus. Donc là, on demande en général un scanner pour compléter et le traitement sera chirurgical. De même pour le stade 5 où il y a une rupture de la chape delto-trapézienne. Et le stade 6, si vous en voyez un jour dans votre vie, prenez-le en photo, vous me l'enverrez, je serai ravi d'en voir un. Les repères, quand vous lisez la radiographie, eh ben, vous avez une espèce de voûte ici là, qui doit avoir une continuité, donc ça va être un petit peu. La largeur entre l'acromion et la clavicule inférieure à 4 mm, donc vous pouvez le mesurer. Et puis la distance coracoclaviculaire aussi ici qui doit être inférieure à 13 mm. Voilà, si vous lisez un petit peu ça, c'est assez simple. Mais alors, à mon avis, le plus simple, c'est quand même de voir des radios comparatives, hein, bien faites, parce que là, ça saute aux yeux, évidemment, les lésions. Donc voilà, un exemple d'entorse de grade 1 avec finalement pas grand-chose. Vous voyez, peut-être un petit écart acromio-claviculaire un petit peu élevé, mais bon, voilà, pas grand-chose. Un grade 3, en revanche, ici, vous voyez la distance coracoclaviculaire, 18 mm. Alors, tout ça, c'est ce qu'on voit dans tous les bouquins de médecine, c'est extrêmement simple, mais est-ce que c'est si simple? Déjà, est-ce que les lésions bénignes sont réellement bénignes? Alors, elles sont bénignes, certes, mais les gens gardent des séquelles. Vous voyez que là, dans 13 à 23% des cas, vous avez des douleurs qui peuvent durer jusqu'à 5 ans post-traumatiques. Parce que oui, c'est bien beau de suivre les gens pendant 3 mois, mais il faut voir ce qui se passe au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Une autre étude, vous voyez, alors certes ancienne, mais 39% des lésions de grade 1 et 65% des lésions de grade 2 sont encore symptomatiques avec un recul de presque 2 ans. Donc c'est quand même intéressant. Et puis quand ça traîne, c'est qu'en général, alors, il peut y avoir que ça, mais il n'y a pas que ça. Souvenez-vous, Boileau, le professeur Boileau, on l'a fait venir ici au congrès de Sercheux il y a une dizaine d'années. Dans sa série personnelle, il nous avait montré que finalement, quand il y a des acromoclaviculaires qui traînent, souvent il y a autre chose. Hein, il y a autre chose, donc une lésion labrale, une rupture de coiffe associée qui était passée inaperçue, une calcification une seule fois, une pathologie du biceps, donc bref. Tout ça, il y a pas mal de lésions associées, et ça survient notamment dans les lésions gléno-humérales quand il y a des grades au-delà du grade 2, c'est-à-dire grade 3 et au-delà. Et les SLAP lésions, elles augmentent aussi avec l'incidence, avec le degré lésionnel à la classification de Rockwood. Alors la classification de Rockwood, tout ça, ce que je vous dis, ça paraît très simple. La réalité, c'est que c'est pas si simple du tout que ça, parce que vous voyez bien, là ça se voit à l'œil, hein. Ici il n'y a pas de déformation particulière, et puis là vous voyez la clavicule, elle vient complètement saillir sous la peau sur une vraie adduction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre manip radio, vous faites une radio, et pour ne pas faire mal au patient, parce qu'il est gentil le manip radio, il ne veut pas faire mal, donc il va vous emmener le coude avec une adduction de 10 degrés, vous ne verrez rien. En revanche, s'il fait une vraie adduction complète, là d'un coup vous changez de stade. Donc ça complique un petit peu les choses. Donc si on veut avoir une petite classification, là aussi, un diagramme pour se garder en tête, les types 1 et 2, traitement conservateur, écharpe contre écharpe, quelques semaines puis rééducation, voire quelques jours parfois. Dans les Rockwood type 3, c'est ceux où il y a plus de controverses, 3A, mais bon, il ne faut pas se tromper, 3A, 3B, vous voyez que ce n'est pas si simple. Traitement conservateur, 3B, traitement conservateur, mais peut-être évolution vers notre ami Richard. Et puis, dans les grades 4, 5 et 6, là, c'est très clair, de toute façon. Alors, si c'est vu très tard, on peut quand même tenter un traitement conservateur, mais enfin, là, ça va traîner, puis vous allez avoir le patient sur les bras un certain temps. Si vous avez la chance de voir le patient tôt, de faire un diagnostic tôt, en général, le chirurgien vous remet tout ça d'aplomb. Donc, vous voyez, luxation gléno-humérale, disjonction ou entorse acromio-claviculaire, tout ça, le diagnostic semble assez facile. En pratique, mais attention aux lésions associées, il faut les rechercher, mais il faut les rechercher activement. Il ne faut pas juste savoir qu'elles existent, il faut les rechercher. Et si vous ne pouvez pas le faire en aigu, vous reconvoquez le patient une semaine plus tard pour les rechercher cliniquement et peut-être aussi avec l'imagerie. Le traitement chirurgical, en ce qui concerne en tout cas l'acromio-claviculaire, il est relativement controversé, sauf en particulier pour le traitement, les séquelles esthétiques, quand il y a des lésions associées notamment, ou quand il y a une clavicule en boutonnière sous la peau dans le grade 5. Alors je vous passe toutes les controverses, mais il y en a quand même pas mal, sachez-le, sur le traitement des disjonctions acromio-claviculaires. Voilà.